Oui, donc on va commencer avec un grand entretien qui a pour vocation de croiser les regards à la fois de l'expérience et de la théorie, de la philosophie, de la science. Et donc qu'on a intitulé tant de la légèreté, tant du tragique, deux postures existentielles face à la maladie. Le point de départ de ce grand entretien, de notre interrogation, était le moment de l'annonce de la maladie et plus précisément de la maladie neuroévolutive. Est-ce que cette annonce, qui fait bien sûr partie de la pratique médicale, de vos pratiques au quotidien, est-ce qu'elle est suivie nécessairement d'une période d'errance? Parce que, bien sûr, la personne qui reçoit cette annonce, mais aussi son entourage, est amenée à interroger tout un projet de vie. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Comment peut-on continuer? Est-ce qu'on ne peut pas aussi observer un lancement dans une lutte qui est parfois épuisante, justement pour essayer d'éviter que tout change? Comment pourrait-il être possible de s'en remettre si finalement la vie ne sera plus comme avant? Donc ça c'est un côté, mais malgré tout ces représentations négatives de la maladie, nous voudrions ce matin aussi interroger la maladie comme un moteur, comme une source en quelque sorte qui ressource. Est-ce que cette annonce de la maladie ne permet pas aussi un arrêt dans le flux du quotidien? Est-ce qu'elle peut finalement pas aussi devenir la condition nécessaire pour s'interroger sur ce qui compte vraiment pour nous? Je pense à un témoignage d'un chercheur en sociologie qui était atteint de la maladie de Parkinson, qui fait une observation de ses anciens collègues et qui trouvait les échanges qu'ils avaient dans les réunions ridicules. Et il se demandait, mais est-ce que moi aussi j'étais comme ça à un moment donné? Donc il y avait ce moment de réflexivité sur lui avant la maladie et avec la maladie, quelque chose que vous allez aussi retrouver dans le manifeste. Donc finalement, comment est-il possible de cultiver une forme d'acceptation qui sera autre chose qu'une tolérance de l'intolérable? Toutes ces questions, je vais les discuter ce matin donc avec Alice Rivière, que j'invite de me rejoindre sur scène, qui est membre de l'Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington Ding Dang Dong, avec d'autres membres. Avec d'autres membres de l'Institut, elle explore la maladie et son évolution. Alice se décrit elle-même comme envoyée spéciale de l'Institut Ding Dang Dong au Huntington Land, qu'elle décrit comme une planète inconnue. Merci d'être là. Et pour ma droite, j'invite Pascal Antoine de venir nous rejoindre. Il est professeur de psychologie à l'Université de Lille et membre du LabEx Distals. Vous pouvez aussi l'applaudir. Ses recherches portent notamment sur les couples dans le contexte de la maladie et le processus de l'ajustement à la maladie. Donc bien sûr, peut-être, excusez-moi, je vais dire un mot personnel. Peut-être certains d'entre vous ont entendu que le français n'est pas ma langue maternelle, donc je reste avec mes écrits pour ne pas trop dire de bêtises.
La première question que j'aimerais bien poser à toi, Alice, c'est si on reprend le terme tragique que vous retrouvez dans le texte, dans le titre. Donc on pense évidemment à la tragédie et à l'héros tragique. Et celui est caractérisé, me semble-t-il, par le fait qu'il est soumis à un destin, à une fatalité à laquelle il ne peut pas échapper, peu importe ce qu'il entreprend. Et donc la question que je voulais poser, est-ce que tu penses qu'il est légitime de parler de tragique dans le cadre de la maladie de Huntington? Est-ce que tu dirais que les personnes concernées par la maladie, porteurs ou pas, donc on pense bien sûr aussi aux familles, vivent l'annonce de cette maladie neuroévolutive comme l'annonce d'un destin? Merci beaucoup. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup de cette occasion de penser ensemble ces histoires aventureuses. Moi aussi, j'ai des petites notes, ne t'inquiète pas. Alors, au sujet de Huntington, je pense que ça dépend énormément si cette histoire de tragédie et de tragique, si on sait qu'on fait partie ou pas d'une famille Huntington, déjà, pour commencer. Ou si on ignore tout du fait que la maladie de Huntington est dans sa lignée, et qu'alors on subit, en effet, totalement les choses d'un bout à l'autre. Alors, Huntington, en quelques mots, c'est une famille, c'est une famille, c'est aussi une famille, finalement, c'est une communauté de personnes concernées par cette maladie rare, à peu près 8000 personnes en France, neuroévolutive, génétique, héréditaire, et qui entraîne les personnes qu'elle touche dans une métamorphose au niveau cognitif, psychologique et aussi au niveau des facultés de la motricité. Quand un des parents est touché par cette maladie, chaque enfant a une chance sur deux d'hériter de la mutation génétique qui la cause, et donc ça veut dire, si elle est porteuse de cette mutation génétique, cette personne est vouée à développer cette maladie à coup sûr au beau milieu de sa vie active statistiquement, mais ça peut être aussi beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Alors, ressentir ces effets en ignorant que c'est Huntington met forcément la personne en position d'avoir à subir tout ce qui se passe, ce qui la met en effet dans une position tragique. Aveugle, soumis, ballotté par quelque chose dont il ignore la nature, qui joue de lui et sur lequel il ne peut avoir aucune prise. Oui, ça, c'est 100% tragique, à mon avis. Oedipe, parce qu'on va convoquer les grandes figures de la tragédie, ne savait pas que son père avait reçu la prophétie selon laquelle il aurait un fils qui le tuerait et qui s'unirait à sa mère. Il ignorait tout parce que son père, cherchant à déjouer la destinée, enfin la prophétie plus exactement, a abandonné et laissé son fils pour mort juste après cette annonce. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que Oedipe, devenu lui-même jeune adulte, qui a été entre-temps adopté par un couple de rois et de reines, va à son tour consulter l'oracle de Delphes, qui lui dit exactement la même chose que ce qu'il avait dit à son père, c'est-à-dire que il tuera son père et il s'unira avec sa mère. Et à ce moment-là, que fait Oedipe? Pour déjouer à son tour le destin, il part précipitamment loin de ceux qu'il croit être ses vrais parents. Et c'est ainsi que, sans le faire exprès, il tuera son père et s'unira à sa propre mère, sans savoir qu'ils étaient ses vrais parents. Grâce à la mythologie et au théâtre de Sophocle, là en l'occurrence, nous savons que les prophéties se réalisent toujours tôt ou tard. La fin du film dont parlait monsieur tout à l'heure. Le problème qui se pose dès lors, c'est comment s'approprier un tel savoir sur son avenir, quoi en faire. Et ça, c'est vraiment l'objet d'un livre qui a été publié aux éditions Ding Dang Dong qui s'appelle « L'épreuve du savoir » de Catherine Soulju. Et donc je me glisse aussi dans sa pensée à elle. Alors pour faire une chose pareille,
quoi faire de cette histoire. Nous sommes, je nous mets tous dans la boucle là, assez mauvais. Comme dit mon ami Charles Sabine, huntingtonien, face à une telle donnée sur son avenir, les gens sont soit autruches, soit hiboux, écarquillés sans bouger. Et j'ajouterai une troisième catégorie qui est celle des guépards, les animaux qui courent le plus vite au monde, pensant battre leur destin de vitesse. Oedipe était sans doute un guépard. Alors pourquoi est-on si mauvais face à ce genre d'annonce prophétique ? On n'a jamais appris à s'approprier un tel savoir sur son avenir. Ce qui est assez aberrant car dans bien des sociétés non occidentales, et moi là j'ai eu un maître dans ma vie d'avant qui s'appelle Toby Nathan, et c'est pour ça que j'ai recours à ces comparaisons. Dans bien des sociétés non occidentales, on passe par des passages initiatiques qui apprennent justement cela à l'humain, quel qu'il soit, indépendamment de la question de la maladie. Il est mortel, et il est voué, quoi qu'il arrive, à se métamorphoser plusieurs fois dans son existence. Et ces rituels initiatiques insufflent toujours des forces bien précises aux jeunes impétrants, des puissances pour faire avec cette condition qui sont toujours des puissances collectives. Nous, occidentaux, on est toujours très embarrassés face à notre condition de mortel. On l'aborde par périphrase, on évite d'en parler, de s'en rappeler, et on devient de plus en plus seul avec ce savoir, tel Werther dans sa mélancolie. T'as vu, j'ai pris une référence allemande. Dans sa mélancolie, Werther, le jeune Werther, en haut de sa montagne, contemplant le vide. Quant à nos métamorphoses, n'en parlons pas. L'adolescence, l'âge adulte, la grossesse, la vieillesse, la mort, nous n'avons pas appris à penser ces passages de nos vies autrement qu'en les subissant seuls et non collectivement. Je veux dire, pour la plus grande part, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais quand même. Nous prenons peu à peu profondément le pli de subir ces moments par l'angoisse solitaire, sans être initiés aux forces intrinsèques qu'ils contiennent pourtant, ces moments. Le protocole du test génétique de Huntington pourrait être l'un de ces sas initiatiques. Je l'ai passé il y a 12 ans. Ça a duré plusieurs mois, d'étape en étape, rencontrant des spécialistes qui m'ont expliqué les choses les plus atroces sur la maladie, qui m'ont sondé pour voir comment je réagissais, et puis à la fin, qui m'ont fait la fameuse annonce. Dans mon cas, comme pour beaucoup d'autres, c'est vraiment pas que moi, cette annonce a duré 15 minutes, et elle a consisté à me dire que, puisque j'étais porteuse, ce serait épouvantable, et que pour mes proches qui m'accompagnaient avec moi ce jour-là, ce serait épouvantable aussi. Et puis ce fut tout. Nous fûmes relâchés dans la nature, mes proches et moi, déchiquetés bien évidemment. Nous étions alors dans un état qui est exactement l'inverse de l'état qui suit toute initiation au fond. Parce que toute initiation a vocation à mettre de la structure dans les métamorphoses. Et nous étions déstructurés. Une telle manière de procéder traduit une manière de penser Huntington, et sans doute d'autres maladies évidemment, comme étant de nature tragique, en effet. Mes interlocuteurs médicaux ne le faisaient bien sûr pas exprès, mais ils étaient totalement assujettis eux-mêmes par ce sens du tragique qu'ils m'ont passé comme une maladie nosocomiale, qui aussi est passée à mes proches. Par ce test génétique, la médecine nous apprend au fond que non seulement nous sommes mortels, mais qu'en plus nous passerons par une série de métamorphoses et qu'aussi notre vie sera probablement raccourcie. Mais c'est le cas de tout être vivant, n'est-ce pas ? Je veux dire, on ignore de quoi les personnes qui n'ont pas ce gène, cette mutation génétique, vont mourir finalement. Mais je veux dire, ils mourront aussi, y compris accidentellement, etc. Donc ce serait normalement au social, au collectif, à la culture qu'il reviendrait de nous initier à de telles conditions de l'existence humaine. La médecine n'a pas vocation à être ce grand initiateur, mais pourtant elle l'est devenue. Alors elle fait comme elle peut. Et le seul équipement qu'elle a pour réaliser une telle initiation, c'est de nous faire basculer du statut de non-malade au statut de malade tout court ou de malade en devenir. Une telle annonce est tragifiante, je ne trouve pas le mot.
Les usagers n'ont alors pas d'autre choix que de la recevoir et de la prendre ainsi, telle une entrée dans la tragédie. Cette façon de faire est complètement emblématique de la posture dans laquelle nous sommes assignés au tragique dans cette histoire, même sans le décider, par défaut. Je suis moi-même fille, petite-fille, arrière-petite-fille de Huntingtonien, et je suis huntingtonienne moi-même. Alors oui, c'est spécial et c'est pas simple, et j'ai de la chance parce que manifestement je suis dans une forme relativement tardive, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais il existe des tas de moyens pour accompagner nos métamorphoses. C'est même un champ d'exploration passionnant, la huntingtonologie. On est toute une communauté, non seulement française mais internationale, et au niveau international, du côté des usagers, on pense de plus en plus les choses en termes non pas de maladie, mais de conditions. En fait, ça, moi, je fais une commande là, à Armel du Bru pour que l'année prochaine, il y ait ce mot dans ses moments de réflexion, parce que je crois que c'était un mot à la base français qui est parti chez les anglo-saxons et puis qui n'est pas revenu. Donc c'est bien dommage. Parce que condition, ce n'est pas tout à fait une maladie, c'est pas quelque chose qu'on attrape. En l'occurrence, on est avec, on grandit avec, cela fait partie de ce que nous sommes, c'est notre condition. Nous venons de terminer un film à Ding Dang Dong sur les personnes qui débutent la maladie, qui s'appelle Absolute Beginners. Et certaines de ces personnes disent aussi que ce n'est pas une maladie, c'est une différence. Est-ce que cela fait de nous des personnages tragiques ? Non, ça fait de nous des personnes dotées d'un mode d'existence singulier qui n'est pas adapté à la société. C'est différent. Et ça, c'est très douloureux et très compliqué. J'aimerais encore dire un truc, après je serai évidemment moins longue dans les autres interventions. Ce qui me frappe, c'est la façon dont on oppose drame et légèreté. Alors qu'il me semble que ce serait plus juste d'opposer drame et non-drame. Quand on aborde sa condition huntingtonienne comme je le fais, est-ce de la légèreté ? Non, mais je suis parfois légère, bien sûr, comme toute personne peut l'être à certains moments de la journée. Moi, c'est le matin, après, je suis de moins en moins légère. Mais je suis surtout non dramatique. Ça m'a pris du temps, mais je suis parvenue à ça, une posture en effet non dramatique. Or, dans le médical, comme dans le social, dans nos vies à tous, le drame semble avoir une valeur supérieure à toute autre qualité. Je ne comprends pas bien pourquoi, il en va sans doute de la morale, etc. Et ici, on sera super bien équipé grâce à l'équipe de l'espace éthique pour réfléchir à ça aussi. En tout cas, le drame est toujours pris plus sérieusement que la légèreté. Que le non-drame ou que la légèreté. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Tu peux pas t'arrêter parce que je vais te poser encore une autre question. Dans les interventions de Ding Dang Dong, dont on va entendre parler plus en détail demain matin, vous employez souvent le terme de pathologie invisible. Et ce qui est surtout compréhensible dans le cadre de la maladie de Huntington, parce que tu fais un test génétique alors qu'il n'y a aucun symptôme. Et comme tu as dit, il y a des formes différentes, tardives, où les symptômes peuvent apparaître à partir de 50-60 ans. Mais c'est aussi le cas pour d'autres maladies neuroévolutives. Je pense par exemple à un membre du collectif évolutif qui a écrit ou rédigé le manifeste avec nous. C'était une dame qui est atteinte de la maladie de Parkinson et qui disait que très souvent elle était confrontée à des personnes qui ne lui croyaient pas quand elle disait qu'elle était malade, mais en disant que mais vous tremblez pas, c'est pas possible que vous avez de la maladie de Parkinson. Et elle a dit mais je pourrais vous montrer plein d'autres choses que je sais plus faire. Donc je voulais interroger cette idée de la pathologie invisible, cette caractérisation par l'invisibilité. Est-ce qu'on pourrait dire que ce moment où la maladie commence à se déclarer est ressentie de manière très intime, mais finalement qui ne se voit pas à l'extérieur,
Est-ce que finalement on pourrait dire que ça c'est un moment tragique justement parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de soi, peut-être la perception du monde change radicalement, alors qu'on n'arrive pas à le partager avec son entourage, on n'arrive pas à le partager avec des gens qui nous sont chers. Est-ce que ça, tu dirais que ça c'est un moment tragique dans le trajectoire, dans la métamorphose? Ça peut l'être parfois, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est pas nous qui disons en fait que dans Huntington, il y a un moment de pathologie invisible. C'est vraiment les usagers qui nous l'ont appris. Et parce que, comme dans beaucoup d'autres maladies neuroévolutives, au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche, on s'aperçoit que bien avant la symptomatologie apparente et notamment motrice de cette histoire choréique, en fait, 10 années avant, voire même plus parfois, l'imagerie cérébrale montre qu'il y a des atrophies déjà cérébrales qui ont lieu et qui ont des incidences et que le cerveau compense comme un malade, j'ai envie de dire, avec sa plasticité incroyable. Et donc ça ne se voit pas forcément en termes de symptômes évidents, mais en revanche, ça joue quand même sur un certain nombre de choses, notamment psychologiques et cognitives. Et ça notamment entraîne un effort qui est progressivement de tous les instants par les gens, qui nagent un peu à contre-courant tout le temps, pour arriver à fonctionner normalement. Et donc ça induit de la fatigue, progressivement aussi des sensations d'impuissance et donc des choses très déprimantes. Et au bout d'un moment, voilà, les gens, quand ils savent, encore une fois, qu'ils sont à risque ou porteurs de la maladie, commencent à identifier des choses. Et là, en effet, ils en parlent. Et là, dans le meilleur des cas, et là, très souvent, ce qui leur est opposé, c'est « mais non, ça n'a pas commencé parce qu'en fait, ils gigotent pas ». Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui jouent. C'est très intéressant, j'en discute régulièrement avec les neurologues spécialistes de ça, qui disent au fond, c'est vrai qu'on retarde ce moment parce qu'au fond, on a envie de dire non, c'est pas encore là. Et comme si tout d'un coup, ça allait être là, vraiment un passage abrupt. Et nous, c'est vrai qu'à Ding Dang Dong, on plaide beaucoup pour quelque chose de beaucoup plus graduel en disant, au fond, à partir du moment où on sait qu'on est porteur, allez, quoi, on est huntingtonien. Ça ne veut pas dire qu'on va se réduire à la maladie, qu'on va plus penser qu'à ça, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on accepte que de toute façon, c'est un peu comme pour la CEP, on a des tas de symptômes aussi en dehors des poussées, etc., etc. Et par contre, je pense que ce qui peut être très tragique du coup à ce moment-là, c'est que on se met à moins bien fonctionner, notamment au travail, parce que pour la plupart d'entre nous, quand ça commence, on est au travail. Enfin, on a une vie active pour ceux qui veulent travailler. Et là, il y a en effet un décalage énorme avec le social et autrui et soi. Et ce décalage est tragique, en effet, et peut l'être. Et scandaleux parfois même. Quand on voit, et c'est pour ça qu'on a monté tout ce projet Absolute Beginners sur les débutants de la maladie, quand on voit que des usagers sont obligés de se battre pour dire mais je vous dis que ça a commencé, je me sens pas bien. Donc, et ce qui est dingue, c'est que il y a ce truc-là, à ce moment-là, il y a une réaction parfois des professionnels qui disent « Oh là, il est très angoissé, hein. Ouh, c'est normal parce qu'il est à risque, donc il est très angoissé. » Et puis le pire, c'est qu'après, quand la maladie a commencé, que donc il y a des symptômes, que là on voit bien que ça a commencé, et qu'ils disent « Mais je ne suis pas si malade que ça, je peux encore faire des choses. » Et là on dit « Ah là, il est dans le déni. Hein. » Donc vous voyez, c'est un peu... Ça, oui, ça c'est un peu tragique, le côté Caribe en Scylla. Pascal, est-ce que toi aussi tu as pu rencontrer cette difficulté de partager ces signaux intimes dans ta recherche avec les couples ? Oui, tout à fait. Il y a 2 points à la fois sur ta question, puis sur le propos d'Alice sur lequel je voulais revenir, notamment sur cette question du visible-invisible, et puis sur toute la question du partage, et notamment l'exemple que tu donnais de cette dame qui est atteinte de maladie de Parkinson et toute la difficulté qu'elle a de faire entendre finalement sa condition. Alors sur le premier point, sur la question de l'invisible, et finalement sur toute forme d'expérience de la maladie ou toute forme d'expérience qui s'avérera être une maladie par la suite. Ça, c'est vraiment un thème qui a orienté mes travaux depuis que je suis enseignant-chercheur. J'essaye de comprendre ce que c'est que vivre avec ce type d'expérience, pouvoir
en délimiter le dénominateur commun et en même temps toute la variété des vécus et la façon dont on peut donner sens à ces expériences-là, ces expériences brutes. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, en quoi consiste l'oubli ? En tout cas, quelle est l'expérience qu'un observateur extérieur qualifierait d'oubli, mais qui n'est pas vécu forcément comme tel par la personne. Et ça peut renvoyer à tout ce qu'on va désigner postérieurement comme ayant été les premiers signes, des expériences intimes, plus ou moins visibles par un tiers, qui vont épouser plus ou moins le quotidien et dont on dira après coup que c'était des symptômes, mais que sur l'instant, qu'on va étiqueter comme insignifiant, comme confondu avec les aléas du quotidien, un petit peu inquiétant mais pas encore trop, et qu'on va assimiler à des défauts, au tempérament, etc. Alors depuis, j'ai aussi intégré d'autres angles d'analyse, et notamment tu évoquais la question du couple, avec la place de l'entourage et de l'interaction entre cet entourage et la personne malade, et même on pourrait dire la question de l'entourage élargi avec l'entourage direct et la personne malade, toute cette dynamique-là. Et il n'est pas rare que justement il y a un piège dans cette idée d'invisible, parce que ce qui est invisible à l'un n'est pas forcément à l'autre, et lorsque les choses ne se disent pas, lorsqu'il n'y a pas de partage, soit parce que c'est impossible, soit pour des tas de raisons, là il y a vraiment une souffrance qui s'installe dans cet entre-deux. Alors, je vais prendre 3 exemples. Ça rebondit aussi sur la question de l'activité professionnelle et des difficultés lorsque la maladie survient précocement, alors ici dans le contexte de la maladie Alzheimer ou de maladie apparentée. Le premier exemple, c'est un exemple vraiment touchant d'un monsieur qui s'avéra plus tard recevoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il travaille, il a une profession libérale, je pense qu'il est quelque chose comme analyste financier dans une entreprise, et il a un tout petit peu plus que la soixantaine, donc il a vraiment beaucoup d'expérience et il est autonome dans la gestion de ses dossiers. Sa femme, elle travaille dans la même société, dans un autre service de la même société. Et lui se rend compte depuis déjà des mois que ça ne va pas comme avant, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à être aussi performant, il n'a plus la même capacité d'analyse de ses données, et du coup il a le sentiment que ses dossiers ne sont pas aboutis et que peut-être il y a des erreurs dans ses dossiers. Donc du coup il passe de plus en plus de temps pour analyser ses dossiers, ce qui est forcément fatigant. Donc plus il rame contre la maladie, en quelque sorte, avec ces signes déjà plus ou moins visibles qui sont là, plus il est fatigué et donc moins il est performant finalement. Sa femme, elle se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, elle se rend bien compte que dans les dossiers, il y a des choses bizarres, en tout cas, elle a des échos comme tels, mais à deux, ils n'en parlent pas vraiment, ils vont parler de la fatigue, ils vont parler du mal-être, mais pas véritablement de ce qui s'avère être le symptôme. Jusqu'à ce que le patron de la société prenne à part madame et lui dise qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari, il y a un problème, ces dossiers ça ne va pas, il y a plein d'erreurs dedans, il faut vraiment faire quelque chose, soit il se reprend, soit je le vire. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'elle le vit, qu'elle le rapporte. De nouveau elle n'en parle pas à son mari. Et au lieu d'en parler avec son mari, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tenter d'aider son mari, c'est-à-dire du coup ils prennent les dossiers à la maison, et puis à deux ils épluchent les dossiers. Elle vérifie qu'il n'y a pas trop d'erreurs dedans, et puis ils essayent de rendre les dossiers les plus propres possibles. Des collègues continuent d'interpeller madame, y compris lorsqu'elle se promène en ville, alors jamais dans le cadre de l'entreprise, mais en ville, ils l'interrogent sur ce qui ne va pas avec monsieur. Donc jusqu'au jour où le patron se décide à confier un dossier qui est absolument impossible à gérer volontairement, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'interprète à monsieur, et que le patron se saisira de son incapacité à gérer le dossier pour licencier monsieur. Et là, dans cet exemple, donc elle retrouvant en plus monsieur quelques semaines plus tard en pleurs sur le parking d'un supermarché, sans savoir où il est, enfin vraiment totalement paumé, à la fois du fait de son licenciement et puis du fait de son incapacité à mettre en sens les phénomènes qu'il traverse. Ici, on voit un exemple où monsieur voit bien qu'il y a un problème, l'entourage voit bien qu'il y a un problème, que ce soit l'entourage professionnel ou l'entourage affectif, mais où la maladie reste encore invisible et où il n'y a pas de partage de ce qui est vécu par l'un et par l'autre. Et surtout parce qu'il n'y a pas un mot qui est mis dessus, c'est ça ? Il y a une forme d'évitement de parler vraiment de ce qui peut faire mal ici.
Ils vont pouvoir parler de la fatigue parce qu'on peut parler de ton burn-out, on peut parler de ta fatigue, mais par contre, de quelque chose qui est un trouble cognitif, ça semblait impossible à évoquer. Autre exemple que je peux donner, que j'appellerai pas de symptômes au menu, c'est vraiment une situation classique là, qui m'a été rapportée par un couple, mais que je pense que beaucoup de professionnels ont déjà entendu. C'est la réunion de famille durant laquelle un couple âgé reçoit les enfants et les petits-enfants. Monsieur a la maladie d'Alzheimer et madame attend beaucoup de ce repas. Elle attend de ce repas que ses enfants se rendent compte de ce qui se passe à la maison concrètement, parce qu'ils habitent loin, ils ne se rendent pas compte. Les enfants arrivent et puis le repas se déroule, c'est jovial, on démarre par l'apéro, le repas, les échanges circulent, monsieur parle, il parle sans aucun souci, il peut même être le centre de l'attention et puis vraiment il donne le change, ambiance joviale, il va parler de ses vieux souvenirs, il va parler de l'armée, il va parler du boulot, il va même interroger les petits-enfants sur ce qui se passe à l'école. Et puis on se balade après le repas, etc. Donc vraiment on pourrait un dimanche un peu idyllique. Les enfants repartent et sur le seuil ils embrassent leurs parents et puis à part ils soufflent à leur mère. On est vraiment content de voir que papa ça va. Tu nous avais dit maladie d'Alzheimer, du coup ça nous a quand même mis un coup. On était inquiets, mais là vraiment ça va quoi. C'est bien. Tu devrais pas demander un autre avis. Donc là du coup madame elle sait pas trop quoi répondre. Les enfants repartent et puis là elle s'effondre. Parce qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu des oublis, ils n'ont rien vu des erreurs, ils n'ont rien vu de l'aide de plus en plus constante qu'elle doit apporter. Et puis ils n'ont rien vu non plus de son emportement, des fois quand il est agacé parce qu'elle cherche à l'aider et que lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et ici, on voit que ce qui est visible pour les uns peut être invisible pour les autres, pour des tas de raisons. Peut-être qu'il n'y avait concrètement rien à voir ce dimanche après-midi-là, mais peut-être aussi qu'ils n'ont pas cherché à voir plus que ça. Et puis enfin, dernier exemple, avec un autre couple, mais on pourrait vraiment penser que c'est le même couple tant ils sont dans une dynamique proche. Un couple donc qui fonctionne à peu près de la même façon. Les enfants vivent assez loin. Et madame les a... alors c'est monsieur qui est encore une fois qui est malade. Madame les a chaque semaine au téléphone donc pour donner des nouvelles. Elle les a informés du diagnostic. Elle explique son quotidien concrètement, toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et parfois elle craque au téléphone. Donc elle parle des bons moments, parce qu'il y a plein de bons moments évidemment, et puis elle parle aussi des moments qui sont plus difficiles et qui ont tendance à devenir plus fréquents. Sauf que quand elle a ses enfants au téléphone, ils demandent à parler à leur père, ils parlent à leur père, enfin voilà, il y a tous les échanges téléphoniques, et puis à un moment donné, elle sent que l'échange, ça passe pas, c'est-à-dire qu'il l'écoute, un peu comme s'il la laissait radoter d'une certaine façon. Et puis, lorsqu'elle craque au téléphone, ils ont presque tendance à laisser entendre que c'est elle qui va pas bien. Finalement, monsieur, quand ils l'ont au téléphone, ça se passe bien. Ils échangent 2-3 mots, ça n'a jamais été un grand causant, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de changement. Donc jusqu'au jour où madame raccroche, elle est en pleurs, et là, elle prend une décision, une espèce de passage à l'acte. Elle rappelle ses enfants, et elle dit, écoutez, vous nous aviez proposé de venir en vacances chez vous, c'est les beaux jours, super. Ce qu'on va faire, moi j'ai un rendez-vous médical, je ne peux pas le manquer, donc je vais y aller, je vais vous envoyer papa. Donc on va à la gare, on met monsieur dans le train, et puis pas de souci, voilà, il est à récupérer à telle gare, donc effectivement tout se passe bien. Il prend le train, sauf qu'évidemment il y avait un changement, et que sagement, au lieu de faire le changement, il reste dans le train, et que donc il est quelque part en France. On ne sait pas où, on ne sait pas s'il est sorti à un arrêt quelconque, s'il est sorti où, est-ce qu'il est allé au bout du train, s'il est sorti, est-ce qu'il a repris un autre train. Donc c'est le branle-bas de combat dans la SNCF. Voilà, tous les services sont mobilisés jusqu'à ce qu'effectivement on retrouve monsieur qui était arrivé au terminus de son train, qui était sagement resté à sa place. Donc ici, ça illustre aussi toute cette question du visible et de l'invisible et du partage. Et quand il y a un défaut de partage, les conséquences en termes de souffrance pour tout le monde. Tu vois, il y a un besoin impérieux de faire savoir à la famille. Il y a un besoin impérieux, de plus en plus impérieux. Tu vois, tu parlais d'errance post-diagnostic, mais je pense que l'errance, elle est surtout déjà avant le diagnostic. D'être compris, d'avoir des explications, parfois se mobiliser, convaincre pour tenir des réponses. Et un soutien, parfois même le diagnostic et l'annonce, la fameuse annonce en elle-même.
Tout à l'heure, je fais le lien avec ce que tu as dit, que le rituel de passage, en quelque sorte, est aujourd'hui attribué à la médecine et se passe plus trop dans la communauté qui, donc, du coup, voit aussi, à partir de maintenant, tu es un autre, tu es différent qu'avant. Parce que l'annonce, elle se passe dans un huis clos, on ne va pas forcément la partager avec l'entourage immédiatement, et même si elle est partagée, elle est peut-être... en fait, on cherche les signes que finalement on ne va peut-être pas interpréter comme il le faudra. Je voulais revenir justement sur cette annonce. Qui, quand vous lisez le texte qui annonce notre entretien, on pourrait croire que c'est justement le point de départ du tragique. Mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas aussi dire que ce moment d'annonce, finalement, est le départ qui ouvre l'avenir, justement parce que la question « qu'est-ce qui se passe avec moi ?» j'arrive plus à faire ce que j'avais fait avant, il y a des choses qui changent, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. Et l'annonce, finalement, pourrait être aussi le point de départ vers un avenir qui trouve enfin un cadre dans lequel on peut interpréter ce qui se passe avec soi. Est-ce que tu as rencontré aussi cette cas de figure dans la recherche ? Alors, c'est compliqué parce que j'ai pas je crois pas, en tout cas dans la maladie d'Alzheimer ou les pathologies associées, que l'annonce soit systématiquement un point de départ. En tout cas, c'est pas vécu comme tel. Ça semble plus une forme de point culminant, mais pas forcément un point de départ. Tu vois, je vais y arriver avec mes papiers. Il y a les premiers signes, il y a les premières. Du coup, ça va devenir au fil du temps, avec l'inquiétude, des premières alertes. Il y a une forme d'errance qui peut durer plusieurs mois ou plusieurs années jusqu'à obtenir des réponses. Tu vois, donc il y a cette espèce de montée en puissance du besoin de comprendre. En tout cas, lorsqu'on est sur une évolution insidieuse, pas lorsque les symptômes arrivent subitement et de façon assez forte, jusqu'à un événement qui sera rapporté comme un événement révélateur, qui n'a pas forcément finalement beaucoup de différence avec les autres, mais qui est vécu par cette personne-là comme révélateur, lui, dans son parcours. Là aussi, tu vois, c'est tout le sens que les personnes vont donner à leurs symptômes, à quelque chose d'intime. Et là, il y a vraiment un besoin de réponse qui est important. Dans la maladie d'Alzheimer, d'ailleurs, ce besoin de réponse qui est souvent plus porté par l'entourage que par la personne elle-même, qui est un peu dépassée, abattue par ces phénomènes. Donc, tu vois, il y a quelque chose d'une espèce de cycle qui se met en place, qui conduit à un besoin impérieux de savoir. Donc là, on est vraiment monté en haut de cette attente, et le diagnostic, l'annonce en elle-même un peu fatidique comme ça, elle conduit à une diminution de l'attention. Ce que tu peux appeler le soulagement ou le fait que ça allège. Et en même temps, l'annonce, tu vois, c'est pas quelque chose qui est borné temporellement, spatialement dans le bureau du neurologue ou du gériatre. Enfin, là, peu importe, c'est vraiment, on peut le voir comme tout un parcours qu'on va pas résumer à cette annonce fatidique. Hein. C'est un cheminement avec une multitude d'annonces qui peuvent d'émotions, qui peuvent soit se succéder, soit survenir simultanément. Il y a de la peur, il y a de la tristesse, c'est-à-dire les émotions qu'on va le plus souvent associer à cette annonce fatidique, mais pas que. Il y a aussi le soulagement d'avoir des réponses. À partir du moment où tu as des réponses, c'est aussi la réassurance d'être pris en charge par quelqu'un qui a été capable de te donner des réponses. Donc il y a aussi quelque chose qui peut être rassurant là. D'être pris en charge par des bons professionnels. Les reproches, du coup, de ne pas avoir été pris en charge plus tôt, par les mêmes professionnels ou par d'autres professionnels. Les reproches qu'on peut se faire à soi-même de ne pas s'être mobilisé plus tôt pour faire entendre ces difficultés. Les inquiétudes, le sentiment d'être perdu. Tout à l'heure, il y avait Monsieur Toulet parlait de tunnel. C'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. Et puis de se retrouver sans information face
à ce que l'avenir pourrait être, en tout cas à cette étape-là. Donc l'expérience d'une large palette du spectre émotionnel et coexistant enchaînement de tas de ressentis, surprise, inquiétude, attente anxieuse qui monte, le temps strict de l'annonce dramatique, le soulagement, le doute, la culpabilité, la colère, et puis ce qui arrive quand même assez fréquemment dans les entretiens, c'est les personnes rapportent un repli sur soi, et ce repli sur soi conduit progressivement à une forme d'épuisement, parce que on se referme sur soi-même pour faire face, pour se battre contre la maladie, et puis surtout contre les émotions qui sont associées à cette situation. Donc s'il y a comme ça des patterns de cheminement qui émergent, certainement pas universels, il faudrait vraiment aller plus loin, essayer de voir au cas par cas, de pouvoir retrouver aussi un certain nombre de choses qu'on peut recouper, et puis regarder pathologie par pathologie, parce que la cinétique est vraiment très très spécifique d'une pathologie à l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on manque encore d'informations sur la façon dont on pourrait construire une démarche d'annonce diagnostique qui soit aussi quelque chose qui s'associe à l'existentiel et qui permette à la fois de diminuer l'ampleur dramatique de l'annonce et en même temps d'être dans la construction d'un après. Alors il y a des expérimentations, on peut voir des articles qui sortent, qui sont pleins d'intérêt, mais je trouve pas forcément, du coup en France, je n'ai pas en tête de comparaison de différents dispositifs d'annonce. Rien que ça, je trouve des choses qui seraient intéressantes à développer. Et puis après, il faut aussi concevoir l'annonce au-delà de cette situation alors de 15 minutes fatidique, mais se mettre dans la cinétique de la maladie, déjà se poser l'annonce, et l'annonce de quoi? Et je pense qu'en fait, il y a énormément d'annonces au cours de la pathologie. L'annonce dans une maladie chronicisée, ça peut être une succession d'annonces qui ne se disent pas en tant que telles. Si tu prends par exemple l'exemple de la SLA, certes, on va annoncer la maladie, on va aussi annoncer des traitements, qui peut être aussi une autre forme d'annonce. Dès lors qu'on commence à rentrer dans les directives anticipées, il y a quand même véhiculé par cette démarche de directive anticipée quand même une certaine annonce. Il peut y avoir des décisions quant à des tests génétiques, là aussi, ça véhicule une certaine information et donc une annonce. L'annonce, elle est faite par le médecin à la personne elle-même, éventuellement accompagnée de son entourage, souvent accompagnée d'un proche. Mais du coup, qu'est-ce que je fais quand je rentre à la maison? Parce que je dois aussi maintenant annoncer à mon entourage. Donc moi aussi, je suis porteur de cette annonce à l'ensemble de la famille. Donc il y a cette annonce initiale, et puis il y a toutes les annonces qui risquent de lui succéder. Qu'est-ce qu'il va falloir faire si à un moment il faut soutenir l'alimentation? Qu'est-ce qu'il va falloir faire si à un moment donné il faut soutenir la respiration? La quantité de décisions à prendre dans ce type de pathologie. Donc vraiment, l'annonce et toutes les autres interactions qui, pour moi, sont toutes, à leur échelle, porteuses d'une certaine forme d'annonce aussi. Donc à partir du moment où, peu importe si finalement l'annonce était médicale ou c'est l'annonce intime à soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui est sûr, c'est que ces maladies s'inscrivent dans la durée. Elles accompagnent du coup les familles pendant plusieurs années, je pense parfois des décennies même, il me semble. Et la maladie, à ce moment-là, en fait, je voulais vous poser cette question. Est-ce que la maladie peut, à ce moment, devenir, parce qu'on a cette perspective, on va devoir vivre ça pendant plusieurs années ensemble, est-ce qu'elle peut devenir l'occasion de clarifier des choses avec ses proches, avec son entourage, de trouver des arrangements justes, de se dire des choses vraies. Je pense notamment à un monsieur qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui nous disait pendant une réunion qu'il a mis en place des règles avec sa femme, des règles très strictes. Par exemple, lui, il avait tendance à l'interroger en permanence quand il était désorienté, quand il ne savait pas trop quoi faire, comment le faire, etc. Et par exemple, une des règles, c'était que la femme doit lui dire si elle est prête à l'entendre
ou s'il faut revenir plus tard. Donc est-ce que finalement la maladie et les symptômes peuvent être l'occasion de dire il faut qu'on se donne des règles plus ou moins strictes ou un autre cadre, un cadre qui avant était peut-être implicite, mais qu'on doit expliciter pour pouvoir bien vivre cette maladie dans la durée. Ça va vraiment dépendre de comment les familles vivent cette histoire, et notamment si elles sont héritières d'une culture familiale finalement de cette histoire huntingtonienne, ou si elles découvrent cette affaire et qu'elles sont totalement débutantes, même si on est toujours des débutants constamment. Moi, je sais que dans notre propre cas, dans notre famille, on était mine de rien des débutants, parce que le secret qui est très fréquent dans cette histoire avait perduré jusqu'à très tard, et donc on voyait qu'il se passait des choses avec notre mère, mais on ne savait pas que c'était une maladie, etc. Et ce que je veux dire, c'est que à force, on a dû s'initier tout seul, et de fait, ça nous a obligés à, je dirais pas que ça a clarifié des choses avec elle, etc. Enfin, ça marche pas comme ça dans notre famille. Je crois que dans beaucoup de familles, c'est beaucoup plus implicite. Mais de fait, ça nous a contraints à décomposer beaucoup de choses, des allants de soi, de qu'est-ce que tisse une relation. De la réciprocité, par exemple, parce qu'il y a des décalages immenses, il y a des réponses émotionnelles qui semblent complètement décalées, il y a de l'éloignement de fait en termes de connivence et de complicité, et qu'en fait, quand on commence à comprendre, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on ne vous l'explique pas au début, et on vous dit c'est normal, c'est la maladie, alors que non. Enfin non, oui et non, mais je veux dire, ce qu'il faut surtout dire, au lieu de dire juste c'est la maladie, c'est de dire c'est là une série de singularités cognitives qui font que les personnes sont ralenties à ce moment-là et semblent décalées dans un décalage émotionnel, temporel vis-à-vis de notre présent à nous qui pulse, et qu'à ce moment-là, il faut trouver le moyen, et c'est possible, de se mettre au gabarit de ce qui se passe. Et à ce moment-là, en effet, on peut être complètement bien dans cette relation, et qui est certes altérée, mais qui peut continuer à être une relation de qualité. Et à ce propos, j'ai vraiment envie de dire, parce que c'est le sujet aussi de cette session, qu'à ce niveau-là, il y a une chose géniale qui perdure avec Huntington. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres maladies, mais c'est l'humour. Et qu'on voit beaucoup dans Huntington des personnes qui peuvent à peine parler, qui sont très avancées dans leurs conditions, mais qui, par rapport à ce que vous venez de faire, etc., quelques minutes plus tard, alors que vous êtes passé à autre chose, vous lancent une flèche, une blague, en fait, à leur manière, mais qui est vraiment toujours sur une espèce de composite qui montre à quel point ils ont compris, saisi la situation, et qui vous rattrapent là où vous êtes, en fabriquant de la connivence, etc. Il faut être ultra sensible à ça, parce que c'est... et cette chose-là, elle accompagne les gens très longtemps. Et pour nous, tout ça, voilà, c'est vrai qu'on appelle ça symptôme l'irritabilité, l'empathie, dont on parle beaucoup dans nos histoires. L'empathie, c'est aussi tout simplement un truc, et ça on avait parlé, je me souviens avec toi Pascal, c'est très intéressant, le fait que c'est de la protection des gens, parce qu'ils sont assaillis par des choses et qui saturent à cause de leur filtre cognitif qui est altéré. L'apathie est une réponse essentielle. Heureusement qu'il y a de l'apathie aussi, à certains moments. Après, il faut pouvoir aussi passer d'un truc à l'autre, mais pas dire « Ah ben il est apathique, point barre ». Non, il est en train de... Ça veut dire plutôt regarder autour, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que c'est surstimulant, ils ont besoin de retrait. Ou alors parce qu'ils étaient dans un moment de leur métamorphose qui était un cap difficile à passer. On va en parler cet après-midi dans un des forums. Il y a des caps très compliqués qui demandent une temporalité, forcément, où à nouveau, on a besoin de digérer le truc. La digestion, ça rend apathique, même après. Enfin, c'est postprandial finalement le phénomène. Ouais, enfin bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais on va demander encore à Pascal de dire un mot, parce que je vois le temps qui passe. Ouais,
Ok, rapidement, je rebondis sur ta question. Sur l'idée qu'on pourrait instaurer des nouvelles règles, etc., enfin, qu'il pourrait y avoir une nouvelle dynamique. À partir de là, je vais restreindre mon propos toujours aux entretiens de recherche avec des couples concernés par la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'on peut toujours avoir cette conception où, face à tout événement de vie majeur, que ce soit la survenue d'une maladie ou autre chose, n'importe quel événement de vie majeur, ça pourrait contribuer à redistribuer le jeu relationnel et permettre de définir des règles ou des choix. Et donc, c'est tentant d'avoir cette vision optimiste. Je pense que certaines personnes y arrivent. Mais je pense qu'il y a un côté un petit peu injuste parce que c'est celles qui avaient déjà beaucoup de ressources au départ, qui sont capables de les mobiliser face à un événement et qui redéploient quelque chose de nouveau et donc qui peuvent créer des nouvelles règles. Tu vois, ils ont cette flexibilité-là qui est voilà, parce qu'ils sont résilients, parce qu'ils ont ces ressources. Mais c'est quelque chose que j'ai peu rencontré dans les entretiens de recherche. Les personnes, elles relataient surtout être accaparées par leur désespoir ou par des enjeux relationnels d'emprise et de conflits à réparer ou à inverser. Tu vois, quand le parent qui devient malade a été maltraitant avec ses enfants, ou quand le conjoint qui devient malade a été autoritaire et volage durant toute sa vie, c'est quand même compliqué de rebattre les cartes de façon égalitaire. Donc il y a toute une histoire familiale qui est là et qui est forcément présente quand l'événement arrive. Et même en l'absence de tels contentieux, ce qu'on observe et qui domine les entretiens, c'est plutôt une dégradation de la relation parce que y a le côté chouette, parce qu'il y a le côté guépard, mais de façon jusqu'au boutiste. Sans souplesse, sans flexibilité, et que lorsqu'on reste comme ça sur une dynamique donnée, dans l'essoufflement et sans jamais être capable de se reposer, eh bien, ça perd de son sens et ça contribue à la dégradation de la personne et la dégradation de la relation. Donc c'est là que la question de la légèreté, elle pourrait être intéressante et qu'on pourrait réfléchir aux différentes facettes de cette légèreté. Parfois une légèreté... on fonctionne au jour le jour, sans y penser, ce qui a du bon, côté de légèreté un peu aspirine, mais aussi parfois une légèreté qui peut être d'une forme de réflexion, de profondeur, de réinventer son existence. Merci beaucoup.